Paris, île Saint-Louis, nuit du 9 au 10 juillet 2013. Sur le quai d'Anjou, habituellement plongé dans un silence aristocratique, l'impensable se produit. Les sirènes hurlent, déchirant la quiétude de l'enclave la plus secrète de la capitale. Sous les yeux médusés des passants, le toit de l'hôtel Lambert s'embrase, transformant la nuit parisienne en un théâtre d'ombre et de lueurs tragiques. Ce n'est pas un simple incendie, c'est l'agonie d'un symbole. Cerné d'échafaudage, ce chef-d'œuvre de l'architecture classique qui avait survécu aux révolutions et aux guerres, succombe en quelques heures. À l'intérieur, le drame est double. L'eau déversée en urgence pour sauver la pierre ruisselle sur des fresques inestimables, effaçant à jamais des traits peints par la main de maître du XIe siècle. L'ironie est d'une cruauté absolue. Le feu dévore le bâtiment au moment précis où une fortune colossale était investie pour le sauver. Selon vous, s'agit-il d'un simple incendie ou bien de la destruction de l'un des plus grands chefs-d'œuvre de l'histoire de la France? Et qui a pu commettre un acte aussi insensé? Un monument architectural appartient-il réellement à celui qui signe le chèque de sa restauration, ou demeure-t-il la propriété de la mémoire collective, impuissante, tandis qu'elle le voit partir en fumée, seconde après seconde? Nous vous invitons à découvrir avec nous le véritable secret enfoui dans ces cendres, qui l'a détruit, et quel empire clandestin se cache au cœur de ce chef-d'œuvre que l'on croyait parfait. Si cette histoire touche votre sens de la justice et de la compassion, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner à la chaîne pour nous montrer que vous souhaitez réellement connaître la vérité, aussi brutale soit-elle. Laissez également un commentaire pour nous dire si ce monument mérite d'être préservé par nous et pour les générations futures. Votre soutien est la force qui rend ces enquêtes possibles. Pour comprendre la violence de cette perte, il faut d'abord saisir ce que représentait ce lieu. L'hôtel Lambert n'était pas une simple résidence de luxe. Il était l'incarnation parfaite de ce que la France appelle le grand siècle. Sur l'île Saint-Louis, cette enclave flottante qui semble s'être détachée du temps, l'argent n'a jamais eu la même odeur qu'ailleurs. Ici, la richesse ne s'affiche pas avec des néons ou des bolides de course. Elle se murmure. C'est le royaume de la vieille fortune à la française. Une caste pour qui le véritable pouvoir réside dans l'ancienneté, la discrétion et surtout l'adresse. Au XVIIe siècle, alors que le marais commence à s'essouffler, l'île Saint-Louis devient le nouveau terrain de conquête de la noblesse de robe et de la haute finance. C'est un projet urbain insensé, transformant des pâturages à vaches en l'un des quartiers les plus homogènes et aristocratiques de Paris. Et au sommet de cette hiérarchie de pierre, un homme veut marquer son époque. Jean-Baptiste Lambert. Ce financier richissime ne cherche pas seulement à se loger, il veut construire une preuve de son ascension. Pour cela, il ne recrute pas de simples artisans, il s'offre les architectes de la gloire nationale. C'est ici que l'histoire de l'art prend une tournure décisive. Avant même que Versailles ne devienne le centre du monde, l'hôtel Lambert réunit un triumvirat de génies qui allait définir le goût français pour les siècles à venir. Louis Le Vau pour l'architecture, Charles Lebrun pour la peinture et Eustache Le Sueur pour le décor. Ce n'est pas une maison qui sort de terre, c'est un manifeste. Ces murs ont été conçus pour impressionner, pour recevoir, pour tenir son rang. L'hôtel Lambert devient instantanément une machine à fabriquer du prestige. Un lieu où l'architecture elle-même sert d'outil politique. Mais un bâtiment ne devient une légende que s'il a une âme, et l'âme de l'hôtel Lambert s'est forgée bien après la mort de ses bâtisseurs.
Au XIXe siècle, sous la famille Czartoryski, l'hôtel particulier change de dimension. Il cesse d'être une simple demeure privée pour devenir une sorte d'État sans territoire, le quartier général de l'aristocratie polonaise en exil. Imaginez les salons feutrés où résonnent les notes de Frédéric Chopin, où Eugène Delacroix discute couleur et lumière, où George Sand refait le monde. Durant cette époque romantique, l'hôtel Lambert est bien plus qu'une propriété immobilière. C'est un poumon culturel, un foyer intellectuel où l'esprit de l'Europe respire. C'est cette stratification de mémoire, des ors de l'Ancien Régime aux mélancolies du romantisme, qui donne au lieu sa valeur inestimable. Pourtant, c'est précisément cette densité historique qui va devenir son fardeau au tournant du XXIe siècle. Jusqu'en 2007, sous la garde de la famille Rothschild, l'hôtel maintenait une sorte de sommeil muséal, une existence feutrée, respectueuse de ses fantômes. Mais le monde a changé. Le vieille aristocratie, avec ses règles de retenue, a cédé la place à une nouvelle élite mondiale, plus rapide, plus exigeante, pour qui un château en France n'est qu'un actif, parmi d'autres, dans un portefeuille globalisé. Lorsque la nouvelle tombe que l'hôtel Lambert va être vendu à la famille royale du Qatar, un frisson parcourt les cercles du patrimoine parisien. Ce n'est pas du racisme ou de la xénophobie, comme certains ont voulu le croire, mais une inquiétude bien plus profonde, liée à la nature même du luxe moderne. Le nouveau propriétaire n'achète pas seulement des murs pour perpétuer une tradition. Il achète un écrin pour y vivre selon les standards du XXIe siècle. Et c'est là que le conflit devient inévitable. En France, la vieille aristocratie ne crie pas. Il s'installe. Il accepte l'inconfort des vieux parquets qui grincent et des courants d'air, comme le prix à payer pour l'histoire. Mais la nouvelle fortune mondiale, elle, exige la perfection climatique, la sécurité absolue et une fonctionnalité sans faille. L'hôtel Lambert se retrouve alors au cœur d'une mutation brutale. Il passe du statut de monument habité à celui de trophée immobilier. C'est ici que le piège se referme. Quand un espace qui a servi la mémoire collective, abrité des génies et vu passer l'histoire de l'art, devient un bien négociable sur le marché international, le patrimoine commence à avoir des gagnants et des perdants. L'hôtel Lambert n'était plus seulement une maison à vendre, il devenait le symbole d'une époque où tout, même l'âme d'une ville, peut s'acheter si le prix est assez élevé. Mais pour comprendre comment ce conflit abstrait s'est transformé en un désastre bien réel de pierre et de feu, il faut regarder de plus près la structure même du bâtiment. Car tout commence par un défi géographique. Une parcelle de terrain étrange, tout au bout de l'île, là où l'architecture a été forcée de se tordre pour dompter la Seine. Nous sommes en 1640. Imaginez l'île Saint-Louis non pas comme le sanctuaire silencieux d'aujourd'hui, mais comme un vaste chantier à ciel ouvert, couvert de boue et de poussière de pierre. C'est le Far West parisien de l'époque. Alors que le reste de l'île se découpe en parcelles rectangulaires, sages et prévisibles, Jean-Baptiste Lambert jette son dévolu sur le terrain le plus complexe, le plus ingrat, mais aussi le plus spectaculaire, la pointe orientale, le nez de l'île, là où la Seine se divise pour embrasser la terre. Ce choix géographique n'est pas anodin. C'est une déclaration de guerre architecturale. Le terrain est une proue irrégulière, exposée au vent, baignée par les flots, une parcelle qui refuse la ligne droite. Pour n'importe quel maçon ordinaire, c'est un cauchemar. Pour Louis Levaux, l'architecte prodige qui n'a pas encore construit Versailles, c'est l'opportunité d'une vie. C'est ici que va se jouer la première manche du conflit entre l'homme et la matière.
Une bataille qui résonne étrangement avec celle du XXIe siècle. Le génie de Levau réside dans sa capacité à ne pas lutter contre la contrainte, mais à la sublimer. Là où un esprit moderne aurait peut-être cherché à aplanir, à creuser ou à forcer la géométrie, Levau écoute le fleuve. Il comprend que l'hôtel Lambert ne peut pas être un bloc monolithique posé sur le sol. Il doit être une illusion d'optique, une machine à voir et à être vue. Observez le plan, c'est un tour de force. L'entrée se fait par la rue Saint-Louis-en-l'Île, modeste, presque timide. Mais une fois franchi le porche, tout bascule. Levau invente un escalier monumental qui ne sert pas seulement à monter, mais à pivoter. Il désaxe la perspective pour orienter toute la vie de la maison, non pas vers la ville bruyante, mais vers le panorama apaisant de la Seine. C'est une architecture de la mise en scène. Il crée un jardin suspendu, une terrasse audacieuse élevée au niveau de l'étage noble, permettant aux occupants de sortir de leur salon et de marcher de plein pied sur un tapis de verdure, tout en regardant les bateaux passer en contrebas. C'est une prouesse technique qui donne l'impression que la maison flotte au-dessus de Paris. Ce design raconte une histoire de pouvoir très différente de celle de Versailles. Versailles, c'est le pouvoir qui crie, qui domine la nature, qui force les arbres à s'aligner et les eaux à jaillir sur commande. L'hôtel Lambert, c'est le pouvoir qui se tait. C'est l'élégance de la retenue. C'est ce qu'on pourrait appeler l'architecture de la politesse. Le bâtiment s'incline devant la forme de l'île. Les façades sur le fleuve, avec leurs pilastres colossaux et leurs grandes fenêtres, ne sont pas des murailles défensives, mais des cadres ouverts sur le monde. C'est la définition même de la vieille aristocratie française naissant. Être au centre de tout, voir tout le monde, mais rester intouchable, protégé par le fossé naturel de la Seine. Il y a quelque chose de profondément philosophique dans cette conception. Levau a construit un édifice qui accepte sa place dans l'ordre naturel de la ville. Il n'a pas cherché à customiser l'île pour le confort de Lambert. Il a adapté Lambert à la majesté de l'île. C'est une leçon d'humilité gravée dans la pierre de taille. Cependant, cette perfection formelle pose aujourd'hui une question cruelle, celle-là même qui nous hante depuis l'incendie. Un tel monument est né pour servir le fleuve, pour s'inscrire dans une continuité urbaine éternelle. Il est, par essence, une œuvre d'art public par ses façades, même si son usage est privé. Mais quand le XXIe siècle arrive avec ses exigences de parking souterrain, d'ascenseurs à voiture et de climatisation intégrale, il ne demande plus à l'architecture de s'adapter au lieu. Il demande au lieu de se soumettre au confort de l'individu. L'hôtel Lambert a été conçu pour appartenir à l'île Saint-Louis. Le drame moderne commence quand on imagine que c'est l'île qui doit appartenir à l'hôtel. Levau avait tracé des lignes pour qu'elles durent des siècles en harmonie avec l'eau et le ciel, pas pour qu'elles soient percées et violentées au nom de la modernité. Mais ne nous y trompons pas. Si le dessin de l'architecte est sublime, il ne serait rien sans la sueur de ceux qui l'ont érigé. Car derrière la noblesse des façades, il y a une réalité beaucoup plus physique. Une armée de mains invisibles qui ont assemblé ce puzzle géant, pierre par pierre, dans un ballet logistique dont on ignore souvent la brutalité. On admire une façade, on s'extasie devant la symétrie des fenêtres, mais on oublie trop souvent les mains. Un chef-d'œuvre comme l'hôtel Lambert ne surgit pas du sol par la seule volonté d'un financier ou le trait de plume d'un architecte. C'est un combat physique, brutal, contre la matière. De 1640 à 1644, la pointe de l'île Saint-Louis est une fourmilière humaine,
où se joue une épopée logistique dont nous avons perdu la mémoire. Il faut visualiser ce chantier. À cette époque, il n'y a pas de grues hydrauliques, ni de camions. Tout arrive par le fleuve. La Seine n'est pas ce décor de carte postale pour touristes, c'est l'artère vitale, le tapis roulant industriel du chantier. Des barges lourdement chargées accostent quotidiennement au pied des berges boueuses, déversant des tonnes de pierres calcaires de Saint-Maximin. Cette pierre blonde, tendre, qui a donné à Paris sa lumière si particulière, et des fûts de chêne massifs venus des forêts royales pour la charpente. C'est ici que la réalité du luxe prend tout son sens. Le luxe, au XVIIe siècle, c'est la maîtrise du temps et de l'effort humain. Des centaines d'ouvriers, maçons, tailleurs de pierre, charpentiers, couvreurs, serruriers, s'activent dans un bruit infernal. Ils travaillent sans filet, sur des échafaudages de bois précaires, exposés aux caprices du climat parisien. Chaque bloc de pierre hissé vers le ciel est un risque calculé. Chaque moulure sculptée sur la façade est le résultat de jours de labeur d'un artisan dont le nom a disparu, mais dont le geste est resté gravé dans la matière pour 4 siècles. La prouesse technique est d'autant plus fascinante que le sol est traître. L'île Saint-Louis est une terre alluviale, instable. Construire un palais de cette envergure au bord de l'eau demandait une ingénierie des fondations d'une audace folle. Les ouvriers ont dû planter des pieux en bois profondément dans la vase pour stabiliser l'édifice, créant une symbiose forcée entre la pierre et l'eau. L'hôtel Lambert est un géant aux pieds d'argile, un colosse qui ne tient debout que grâce à l'équilibre précaire calculé par ses bâtisseurs oubliés. C'est précisément cette réalité organique qui rend les interventions modernes si violentes. Le bâtiment a été conçu pour respirer avec le fleuve, pour accepter l'humidité, pour bouger imperceptiblement avec les saisons. Les matériaux, le bois, la chaux, la pierre, sont vivants. Ils ont une élasticité, une tolérance. Comparez cela avec la logique du chantier du XXIe siècle, celui-là même qui a précédé l'incendie. La volonté moderne de creuser sous l'hôtel pour y installer des parkings ou des machineries complexes est une négation de cette nature fragile. Là où le XXe siècle composait avec les éléments, le XXIe siècle tente de les dominer par le béton et l'acier. On a voulu insérer des technologies invasives dans un corps vieux de 400 ans qui n'avait jamais été prévu pour cela. C'est comme vouloir greffer un cœur artificiel en titane sur un organisme de chair et de sang sans s'attendre à un rejet. Cette confrontation nous ramène inlassablement à notre fil rouge. Le patrimoine n'est pas seulement la propriété de celui qui possède le titre foncier. C'est le résultat cumulé du travail de milliers d'hommes. C'est une dette envers ces mains anonymes. Quand on décide de percer, de creuser, de modifier la structure portante pour installer un ascenseur à voiture, on ne fait pas que rénover. On prend le risque d'effacer la logique interne du bâtiment. Cette intelligence constructive qui lui a permis de traverser les siècles sans s'effondrer. Le drame, c'est que nous avons tendance à ne voir que la surface, l'esthétique. Mais la véritable authenticité de l'hôtel Lambert résidait dans ses entrailles, dans ses poutres de chêne séculaire séchées à l'air libre, dans ses murs montés à la chaux vive. Ce sont ces matériaux nobles et vulnérables qui ont nourri le brasier de 2013. Le feu a trouvé dans cette charpente historique un combustible idéal, rappelant cruellement que l'architecture ancienne a ses propres lois et qu'on ne peut pas impunément lui imposer les normes de l'immobilier de luxe contemporain. Ainsi, l'hôtel Lambert s'est élevé, pierre après pierre,
non pas comme un produit fini livré clé en main, mais comme un organisme vivant, fruit d'un savoir-faire collectif immense. Mais si la structure est une prouesse d'ingénierie, elle n'est que la coquille. Le véritable but de cette débauche d'efforts n'était pas seulement de faire tenir un toit, c'était de créer un écrin pour quelque chose de bien plus précieux, de bien plus politique. Car une fois les échafaudages démontés, une autre armée est entrée en scène, celle des peintres et des décorateurs. Et c'est là, à l'abri des regards, que la vieille aristocratie a transformé l'art en instrument de domination absolue. Une fois le vacarme des marteaux éteint et la poussière retombée, l'hôtel Lambert a cessé d'être un chantier pour devenir un sanctuaire. Si les murs extérieurs sont un hommage à la ville et au fleuve, l'intérieur, lui, est un pur instrument de domination sociale. C'est ici, derrière les volets clos, que la vieille aristocratie du XVIIe siècle a déployé son arme la plus redoutable, l'art comme preuve de légitimité. Pénétrer dans l'hôtel Lambert à son apogée, c'était entrer dans une mise en scène réglée au millimètre. Le cœur battant de cette machine à impressionner est, sans conteste, la célèbre galerie d'Hercule. Il faut mesurer l'importance historique de cette pièce. C'est ici, sur ce plafond, que Charles Le Brun a fait ses gammes avant d'imaginer la galerie des glaces de Versailles. Avant de peindre pour le Roi Soleil, il a peint pour Lambert. Ce n'est pas un simple décor, c'est un discours politique hurlé en couleurs et en or. Le Brun y raconte l'apothéose d'Hercule, mêlant mythologie et allégorie pour suggérer subtilement que le propriétaire des lieux possède, lui aussi, ses vertus héroïques. La lumière, captée par les miroirs et les stucs dorés, inonde l'espace, forçant le visiteur à lever les yeux, à se sentir petit face à tant de grandeur. C'est une architecture de l'écrasement, conçue pour dire à quiconque entre ici « Vous n'êtes pas n'importe où, vous êtes chez un maître du monde ». Mais si la galerie d'Hercule est le côté solaire, public et bruyant de l'hôtel, il existait un autre trésor, plus secret, plus précieux encore, et dont l'évocation nous serre le cœur aujourd'hui, le cabinet des bains. C'est ici que le drame de 2013 prend toute sa dimension tragique. Contrairement à la puissance virile de Le Brun, cette pièce avait été confiée à Eustache Le Sueur, un peintre à la sensibilité si délicate qu'on le surnommait le Raphaël français. Le cabinet des bains n'était pas une salle d'eau au sens moderne du terme, c'était un boudoir intime, un lieu de retrait. Le Sueur y avait peint des scènes d'une grâce infinie, des nymphes, des paysages oniriques, conçus pour être vus de près, dans le silence et la nudité. Il est vital de comprendre ce point. Ces fresques n'étaient pas des tableaux accrochés qu'on pouvait décrocher en cas d'alerte. Elles faisaient corps avec le bâtiment. Elles étaient le mur. Elles étaient le plafond. C'est cette fusion totale entre l'architecture et la peinture qui faisait la valeur inestimable de l'hôtel Lambert. On ne pouvait pas dissocier l'œuvre de son support. Le raffinement allait se loger dans les moindres détails. L'agencement des pièces suivait la stricte étiquette de l'époque. L'enfilade. On passait de l'antichambre à la chambre, puis au cabinet. Chaque seuil franchi était une étape dans l'intimité du propriétaire. Les cheminées monumentales, les boiseries sculptées, les sols en marqueterie de marbre, tout était conçu pour durer 1000 ans. C'était un luxe lourd, permanent, une antithèse absolue de notre culture du jetable. Cependant, cette perfection décorative porte en elle le germe du conflit moderne. Ces intérieurs ont été pensés pour une vie de représentation du XVIIe siècle, pas pour le confort technologique du XXIe.
Le Sueur n'a pas peint ses plafonds en prévoyant le passage de gaines de climatisation ou de systèmes de sécurité incendie complexes. Lebrun n'a pas conçu sa galerie pour qu'elle soit chauffée à 22 degrés toute l'année. C'est là que notre fil rouge devient tranchant comme du verre. Ses œuvres d'art, la galerie d'Hercule, le cabinet des bains, ont été commandées par des particuliers, certes, mais leur génie les a fait basculer dans le patrimoine de l'humanité. Elles appartiennent à l'histoire de l'art, autant, sinon plus, qu'à celui qui détient les clés de la porte d'entrée. Quand un milliardaire achète l'hôtel Lambert, il n'achète pas seulement une surface habitable, il achète la responsabilité de ses fantômes. Il devient le gardien de Lebrun et de Le Sueur. Mais peut-on vraiment vivre dans un musée sans l'abîmer? Peut-on insérer la modernité dans un chef-d'œuvre sans commettre un sacrilège? La tragédie, c'est que le cabinet des bains, ce bijou d'intimité, a survécu à 4 siècles d'usage, aux révolutions, à l'occupation nazie, pour finalement succomber à une rénovation. Ce que nous avons perdu dans les flammes, ce n'est pas juste de la peinture. C'est une fenêtre unique sur la douceur de vivre du grand siècle, une fenêtre qui s'est refermée à jamais. Désormais, quand on regarde les photos d'archives de ce cabinet disparu, on réalise que l'intérieur d'une maison historique est la chose la plus fragile au monde. Il suffit d'une étincelle pour que l'éternité redevienne de la cendre. Mais avant que le feu ne vienne réclamer son dû, l'hôtel Lambert a vécu, il a brillé. Il a été le théâtre d'une vie sociale éblouissante où le luxe n'était pas une fin en soi, mais le décor nécessaire à un rituel social implacable. Car une maison comme celle-ci ne vit pas par ses meubles, elle vit par les âmes qui l'habitent et par celles qui la servent. Un décor, aussi sublime soit-il, n'est rien sans les acteurs qui l'habitent. Et si l'hôtel Lambert fascine tant, c'est parce qu'il n'a jamais été un mausolée froid. Pendant près de 3 siècles, il a été une scène de théâtre permanente, un organisme vivant qui respirait au rythme des ambitions, des complots et des génies de l'Europe. Pour comprendre ce qu'on a perdu, il faut fermer les yeux et écouter l'écho des fêtes qui ont fait trembler ses parquets. L'âge d'or de l'hôtel Lambert n'est pas seulement celui de sa construction. C'est paradoxalement au XIXe siècle, sous l'ère de la famille Czartoryski, que la demeure atteint sa véritable apogée spirituelle. À cette époque, l'hôtel cesse d'être simplement français. Il devient une anomalie politique, une Pologne fantôme au cœur de Paris. Le prince Adam Czartoryski, exilé, transforme ses salons dorés en une ambassade sans pays, le quartier général de la résistance polonaise contre l'Empire russe. Imaginez la scène. Nous ne sommes pas dans une réception mondaine vide de sens. Nous sommes dans une usine à idées. Sous les plafonds de Lebrun, on ne parle pas seulement de la pluie et du beau temps. On redessine les frontières de l'Europe. C'est ici que le cœur de la Pologne battait alors que le pays n'existait plus sur les cartes. La liste des habitués donne le vertige et transforme l'hôtel en un panthéon vivant. C'est dans ce grand salon que Frédéric Chopin venait poser ses mains sur le clavier, offrant à l'exil ses nocturnes les plus déchirants. George Sand y fumait ses cigares en écoutant, le regard perdu vers la Seine. Eugène Delacroix, voisin et ami, venait y chercher l'inspiration. Franz Liszt, Honoré de Balzac, Alphonse de Lamartine. Ils étaient tous là. L'hôtel Lambert n'était pas un bunker fermé à double tour. C'était un poumon. C'était un lieu où l'architecture servait de catalyseur au génie humain. La galerie d'Hercule n'était pas un espace mort que l'on traversait en chuchotant. C'était un écrin vibrant de musique, de débats, de fumée
et de vie. C'est là que réside la véritable valeur immatérielle de ce lieu. Il a prouvé qu'une maison privée pouvait avoir une utilité publique immense, en servant de refuge à la culture et à la liberté. Mais cette féerie avait un prix, payé par une armée invisible. Car pour que la magie opère, il fallait une logistique de fer. Derrière chaque dîner, derrière chaque concert, il y avait la mécanique des domestiques. Il ne faut jamais oublier l'envers du décor. Pour chauffer ces volumes immenses au plafond vertigineux, il fallait des tonnes de bois, montés à bras d'hommes depuis les quais. Pour que les ors de la galerie scintillent, il fallait allumer des centaines de bougies, une par une, et veiller à ce que la cire ne coule jamais sur les parquets précieux. C'était une chorégraphie du silence. Les domestiques se déplaçaient dans les couloirs dérobés. Les escaliers de service étroits, invisibles mais omniprésents, garantissant que le spectacle de l'aristocratie ne soit jamais perturbé par la vulgarité du quotidien. Cette hiérarchie spatiale était brutale, mais elle faisait partie intégrante de l'architecture. La maison était une machine sociale complète, intégrant le maître et le serviteur dans un même corps de pierre. C'est ici que notre fil conducteur devient douloureux. Au XIXe siècle, l'hôtel Lambert était une forteresse politique et culturelle, mais ses portes s'entr'ouvraient pour l'élite de l'esprit. Il participait à la respiration de Paris. Le drame du XXIe siècle, c'est le changement de paradigme. Aujourd'hui, quand un milliardaire achète un tel lieu, la première chose qu'il achète, c'est le silence. Les salons qui accueillaient Chopin sont destinés à devenir des espaces de réception privés, vides 350 jours par an. La vie de la maison se rétracte. Elle ne sert plus à produire de la culture, mais à consommer de l'exclusivité. Une question fondamentale se pose alors. Une ville peut-elle accepter que ses lieux les plus chargés d'histoire deviennent des trous noirs culturels, des zones interdites où la mémoire ne circule plus? L'hôtel Lambert a survécu parce qu'il était utile, parce qu'il était aimé et habité par des passions. En le transformant en coffre-fort ultra sécurisé, ne le condamnait-on pas déjà à une forme de mort lente, bien avant l'incendie? La fête est finie. Les pianos se sont tus. Les intellectuels ont déserté l'île Saint-Louis. Et à la place de la musique, c'est un autre bruit qui a commencé à se faire entendre au début des années 2000. Non plus celui des applaudissements, mais celui des dossiers juridiques qui s'empilent et des avocats qui affûtent leurs armes. Car le XXIe siècle est arrivé, et avec lui, une nouvelle définition de la propriété. Le temps de la diplomatie culturelle était révolu. Le temps de la guerre immobilière allait commencer. Et la première bataille ne se jouerait pas avec des armes, mais avec des permis de construire. Le silence est retombé sur l'île Saint-Louis. Après l'effervescence intellectuelle du XIXe siècle, l'hôtel Lambert est entré dans une nouvelle phase de son existence. Une phase plus lente, plus mélancolique, celle du poids des siècles. Car un monument historique n'est pas éternel par magie. Il est en sursis permanent. Le drame qui se noue ici n'est pas une tragédie familiale, au sens classique du terme. Il n'y a pas de corps dans le placard, pas de faillite sanglante. La tragédie est plus insidieuse. C'est la tragédie de l'usure, du temps qui attaque la pierre, de l'humidité qui ronge les bois dorés. Durant la seconde moitié du XXe siècle, sous la garde de la famille Rothschild, l'hôtel a connu ses derniers feux de l'ancien monde. Le baron Guy de Rothschild et son épouse Marie-Hélène y donnaient encore des bals légendaires, comme le célèbre bal Proust. Mais ces fêtes étaient des chants du cygne. Les Rothschild
incarnation de l'aristocratie financière européenne, comprenait une règle tacite de l'hôtel Lambert. On ne possède pas ce lieu, on le sert. Il vivait avec ses défauts, ses courants d'air, son plan labyrinthique, acceptant l'inconfort noble comme le prix de la beauté. Mais au tournant du millénaire, une rupture brutale se produit. L'entretien d'un tel léviathan devient un gouffre financier, même pour les plus grandes fortunes. Le bâtiment fatigue. Il a besoin d'aide, et c'est là que le piège du sauveur se referme. En 2007, lorsque la famille royale du Qatar acquiert l'hôtel pour une somme estimée à 80 millions d'euros, ce n'est pas seulement un changement de propriétaire. C'est un changement de civilisation. C'est le choc frontal entre deux philosophies de l'existence qui ne parlent pas la même langue. D'un côté, il y a la philosophie du patrimoine, celle qui dit qu'un parquet qui grince est une voix du passé, qu'une fresque ternie est émouvante, que la structure de 1640 est sacrée et intouchable. C'est la vision romantique, européenne, mélancolique. De l'autre, il y a la philosophie du superluxe globalisé, celle qui dit qu'un bâtiment doit être fonctionnel, parfait, immaculé. Pour un acheteur du XXIe siècle, habitué aux standards des palaces de Londres ou de Dubaï, l'hôtel Lambert, dans son jus, est une incompréhension. Pourquoi vivre dans le froid? Pourquoi accepter que les voitures dorment dehors? Pourquoi ne pas creuser, climatiser, automatiser? C'est ici que réside la véritable tragédie patrimoniale. Le danger pour l'hôtel Lambert n'était pas l'abandon, mais l'excès d'ambition. Le drame commence quand on tente d'appliquer la logique de l'efficacité moderne à un corps vieux de 4 siècles qui a été conçu pour la lenteur. Les nouveaux propriétaires ne voulaient pas détruire l'hôtel. Ils voulaient, selon leurs propres termes, lui redonner son éclat. Mais cette volonté de perfectionnement est en soi une violence faite à l'histoire. Le conflit de l'âme est là. Jusqu'où peut-on modifier un chef-d'œuvre pour le rendre habitable? Est-ce qu'on installe un ascenseur dans la Vénus de Milo pour mieux voir son visage? L'hôtel Lambert s'est retrouvé écartelé. Il n'était plus une maison de famille transmise avec ses souvenirs. Il était devenu un projet immobilier à optimiser. Cette mutation a créé une fracture invisible, une tragédie du patrimoine. Le lien charnel entre le lieu et son histoire s'est distendu. Le bâtiment, qui avait survécu aux nazis et aux révolutionnaires, se retrouvait soudain vulnérable face à quelque chose de bien plus puissant. Le carnet de chèques illimité d'une rénovation radicale. La tragédie commence toujours par une bonne intention. On veut sauver le bâtiment. Mais deux mondes se regardent sans se comprendre. L'un veut préserver l'âme, quitte à laisser la poussière. L'autre veut la perfection, quitte à tuer le mystère. Et quand ces deux visions s'affrontent sur un terrain aussi fragile que l'île Saint-Louis, le sol finit par trembler. Ce tremblement n'allait pas rester confiné derrière les murs épais de l'hôtel. Très vite, les rumeurs sur la nature des travaux ont filtré. Des plans ont circulé, et ce qui n'était qu'une divergence de point de vue philosophique s'est transformé en une guerre ouverte dans les journaux, les tribunaux et la rue. L'affaire de l'hôtel Lambert n'était plus une question privée. Elle allait devenir une affaire d'État. Le secret n'a pas tenu longtemps. Sur l'île Saint-Louis, les murs sont épais, mais les rumeurs sont rapides. Dès 2009, ce qui n'était qu'un murmure inquiet dans les salons parisiens éclate au grand jour et se transforme en scandale public. Les plans de rénovation déposés par les nouveaux propriétaires fuitent, et ce que les Parisiens découvrent les laisse stupéfaits. Ce n'est pas une simple remise en état, c'est une mutation.
le cœur de la polémique tient en quelques mots qui sonnent comme une provocation pour les défenseurs du patrimoine. Ascenseur à voiture et parking souterrain. Le projet prévoit de creuser sous le jardin suspendu, ce chef-d'œuvre d'ingénierie du XVIIe siècle, pour y installer un garage futuriste. L'image est saisissante. Imaginez des berlines de luxe s'enfonçant dans les entrailles d'un monument historique, là où Louis le Vau avait conçu un socle de pierre et de terre pour défier la Seine, est perçu comme un sacrilège. Soudain, l'hôtel Lambert devient le symbole d'une lutte des classes architecturales. D'un côté, une élite mondiale qui considère que le confort moderne, climatisation intégrale, salle de bain privative pour chaque suite, sécurité de haute technologie, doit primer sur les contraintes du passé. De l'autre, des associations, des voisins, et bientôt des milliers d'anonymes, pour qui l'intégrité du monument est non négociable. La fronde s'organise. Une pétition circule et recueille rapidement près de 8000 signatures. Ce chiffre est colossal pour un dossier d'urbanisme. Il raconte quelque chose de profond sur l'état d'esprit de Paris à cette époque. Ces 8000 personnes ne signent pas seulement pour protéger de vieilles pierres. Elles signent parce qu'elles ont peur. Peur de voir leur ville devenir un décor de théâtre vidé de sa substance, un terrain de jeu pour des puissances financières qui ne comprennent pas l'âme des lieux. L'affaire se déplace des chantiers aux tribunaux. L'association Paris Historique engage un bras de fer juridique contre les propriétaires et indirectement contre l'État français qui avait initialement validé le permis de construire. C'est un moment rare. Le ministère de la Culture se retrouve accusé de ne pas assez protéger la culture. Le juge des référés suspend les travaux. C'est un coup de tonnerre. Pour la première fois, la justice dit « stop ». Elle déclare en substance que le droit de propriété n'est pas un droit absolu de destruction, même involontaire. Le tribunal pointe le risque irréversible que le creusement d'un parking ferait courir aux fondations fragiles de l'hôtel, posé sur la Hattel sur la base de la Seine. Face au scandale, une négociation de l'ombre s'engage. Un comité scientifique est nommé. Finalement, un compromis est trouvé. L'ascenseur à voiture est abandonné. Le parking souterrain est annulé. C'est une victoire pour le patrimoine, mais une victoire amère, obtenue dans la douleur. Les propriétaires acceptent de revoir leur copie et le chantier reprend, cette fois sous une surveillance drastique. C'est ici que notre fil rouge se tend à l'extrême. Quand le patrimoine se retrouve au tribunal, la question n'est plus de savoir qui a raison techniquement, mais à qui appartient la mémoire. La loi a tranché en faveur de l'histoire, freinant les ardeurs de la modernité. Mais cette bataille a laissé des traces. Elle a créé un climat de méfiance, une tension palpable autour de l'échafaudage qui enveloppe désormais le bâtiment comme un corset. On pensait le danger écarté. On pensait que le pire qui pouvait arriver à l'hôtel Lambert était un procès. On se trompait lourdement, alors que les esprits s'apaisent et que les restaurateurs, les meilleurs de France, commencent leur travail minutieux pour redonner vie au décor, une menace bien plus ancienne que les avocats guettent dans l'ombre. Le bâtiment est ouvert, vulnérable, bardé de câbles électriques provisoires et de lampes de chantier. Nous sommes en juillet 2013. Le sauvetage bat son plein. Tout semble sous contrôle, mais le destin a un sens de l'ironie cruelle. C'est précisément au moment où l'on croit avoir sécurisé l'avenir du monument que le passé va se rappeler à nous de la manière la plus violente qui soit. Il est environ 1h30 du matin. Dans la nuit, du 9 au 10 juillet 2013,
Paris dort. Mais sous l'immense bâche blanche qui recouvre le toit de l'hôtel Lambert pour les travaux, une chaleur anormale commence à s'accumuler. Ce qui devait être une protection devient un piège. Le feu, sournois, a pris naissance dans la charpente, là où le bois vieux de 4 siècles est sec comme de l'amadou. Quand l'alerte est donnée, il est déjà trop tard pour une intervention chirurgicale. Les flammes, nourries par le vide d'air sous la toiture, se propagent à une vitesse terrifiante. C'est le scénario cauchemar que tous les conservateurs de musées redoutent. Le feu en hauteur, inaccessible, qui menace de faire s'effondrer le ciel sur les œuvres d'art. Les pompiers de Paris, l'élite du feu, arrivent en force. Mais ils se retrouvent face à un dilemme cornélien, une décision impossible qui va peser sur chaque litre d'eau versée. Pour éteindre l'incendie qui dévore le toit, il faut inonder le bâtiment. Mais en dessous, juste en dessous, se trouvent les trésors de Lebrun et le Sueur. L'eau qui sauve la structure est aussi l'eau qui tue la peinture. C'est un choix terrible, laisser brûler et tout perdre, ou noyer, et espérer que quelque chose survive. Ils arrosent. Ils n'ont pas le choix. Au petit matin, quand la fumée se dissipe enfin sur une île Saint-Louis hébétée, le bilan est une morsure au cœur. La toiture a disparu, volatilisée. L'escalier d'honneur est ravagé. Mais le véritable drame est caché plus profondément. Le cabinet des bains n'existe plus. Ce n'est pas une exagération rhétorique. Le plafond peint par Eustache Le Sueur, cette merveille de délicatesse que Louis XIV lui-même avait admirée, s'est effondré. Il a été anéanti par la chute des poutres en feu et achevé par l'eau. Ce qui a été perdu cette nuit-là, ce n'est pas du matériel, c'est l'irremplaçable. Aucune fortune, aucun milliardaire, aucune technologie de pointe ne pourra jamais ramener la main de Le Sueur. On pourra repeindre, on pourra copier, on pourra simuler. Mais l'original, l'âme, est partie en fumée. La galerie d'Hercule, elle, a survécu, mais à quel prix? Elle est là, debout, mais elle est blessée, gorgée d'eau, noircie, traumatisée. Les fresques de Lebrun sont sauves, mais elles portent désormais les stigmates de cette nuit d'enfer. C'est ici que la réalité nous frappe avec une violence inouïe, nous ramenant à notre question obsédante. Cet incendie n'est pas survenu parce que l'hôtel était abandonné. Il est survenu parce qu'il était en travaux. C'est le paradoxe absolu, l'ironie tragique du patrimoine. C'est en voulant le sauver, en voulant le moderniser, en voulant l'adapter à nos standards de confort et de sécurité, que nous avons créé les conditions de sa destruction. Le feu a agi comme un juge impartial et cruel. Il a tranché le débat qui agitait Paris depuis des années. Les pétitions, les avocats, les millions d'euros, les titres de propriété. Face à la chimie de la combustion, tout cela n'avait plus aucune valeur. L'argent peut acheter le bâtiment, il peut payer les meilleurs ouvriers, mais il ne peut pas acheter l'immunité contre le hasard. Dans les jours qui suivent, une chape de plomb s'abat sur le dossier. On parle de catastrophe, de deuil national pour l'histoire de l'art. Le chantier, qui devait être une renaissance glorieuse, devient une scène de crime culturel. Les assurances s'affolent, les experts défilent. Le budget de la restauration, déjà colossal, explose pour atteindre des sommets vertigineux. Il faudra tout reprendre. Il faudra sécher, consolider, reconstruire. Mais quelque chose a changé. L'innocence est perdue. On ne regarde plus l'hôtel Lambert comme une simple demeure de luxe. On le regarde comme un survivant, un grand blessé de guerre. Le feu a rappelé à tous, propriétaires comme spectateurs, que nous ne sommes pas les maîtres du temps. Le désastre de 2013
a laissé une cicatrice invisible. Il a prouvé que le patrimoine est une chose mortelle. Et tandis que les échafaudages remontent pour une nouvelle campagne de travaux qui durera des années, une question persiste, lancinante. Tout cet effort, tout cet argent, pour qui? Pour un fantôme? L'histoire aurait pu s'arrêter là, sur ce constat d'échec. Mais l'hôtel Lambert a la vie dure. Il allait renaître de ses cendres, plus brillant, plus cher et plus controversé que jamais. Car à peine le bâtiment sauvé, il allait de nouveau changer de main, prouvant que dans le monde de l'ultra-richesse, même un désastre peut devenir une opportunité. Après la fureur des flammes, le silence est retombé sur le quai d'Anjou. Mais ce n'était plus le silence hautain de l'aristocratie, c'était celui, plus clinique, d'une salle d'opération. L'hôtel Lambert est entré dans une longue convalescence, caché aux yeux du monde derrière des bâches monumentales, tel un grand blessé dont on refait le visage. La période qui a suivi l'incendie de 2013 restera dans les annales comme l'un des chantiers de restauration les plus complexes et les plus coûteux de l'histoire de France. Il ne s'agissait plus de rénover pour le confort, il s'agissait de ressusciter. Les propriétaires qataris, fidèles à leur engagement, n'ont pas abandonné le navire. Au contraire, ils ont ouvert les vannes financières avec une ampleur vertigineuse. Si le feu avait été l'ennemi, l'argent allait devenir le remède absolu. Pendant près de 6 ans, une armée d'élite a pris possession des lieux. Les meilleurs compagnons du devoir, les experts en fresques, les sculpteurs sur bois, les doreurs. Tout ce que la France compte de savoir-faire d'excellence a été convoqué au chevet du malade. Ce fut une prouesse technique inouïe. Pour la galerie d'Hercule, gorgée d'eau, il a fallu utiliser des techniques de séchage dignes de l'aérospatiale, surveiller l'humidité de chaque centimètre carré de mur comme on surveille les constantes vitales d'un patient. Les peintures de Lebrun, assombries par la suie, ont été nettoyées avec des cotons-tiges et des lasers, millimètre par millimètre, révélant des couleurs que même le 19e siècle n'avait sans doute jamais vues aussi éclatantes. Mais c'est là, dans cette perfection retrouvée, que le malaise persiste subtilement. La restauration est sublime, certes. L'hôtel Lambert est plus beau, plus solide et plus brillant qu'il ne l'a jamais été depuis sa construction en 1540. Mais pour les puristes, pour ceux qui savent ce qui a été perdu dans la nuit du 10 juillet, quelque chose a changé. Le cabinet des bains a été restitué. On a repeint les décors disparus de Le Sueur en se basant sur des photos et des archives. C'est un travail de faussaire de génie, une copie parfaite. Mais c'est une copie. L'hôtel Lambert est devenu, en quelque sorte, un paradoxe vivant. Il est à la fois un chef-d'œuvre authentique et son propre fac-similé. Il incarne cette tension moderne où la technologie et l'argent permettent de tout effacer, même les catastrophes, créant une version de l'histoire zéro défaut. Le bâtiment a survécu, mais il a perdu ses cicatrices et avec elles, une part de sa vérité. Puis, en février 2022, un nouveau coup de théâtre vient secouer l'île Saint-Louis, prouvant que l'histoire de ce lieu est une boucle éternelle. Alors que les travaux s'achevaient enfin, alors que le palais était prêt à être habité, la rumeur d'une vente a commencé à courir. Et quelle vente! L'hôtel Lambert change de main pour un montant qui donne le tournis. La presse évoque une somme supérieure à 200 millions d'euros. C'est l'une des transactions immobilières privées les plus importantes jamais réalisées à Paris. Mais ce qui fascine, c'est l'identité de l'acheteur. Après l'ère de l'Ancien Régime, après l'ère des romantiques polonais, après l'ère des banquiers Rothschild et celle des émirs du Golfe, l'hôtel Lambert passe sous le pavillon
de la tech. L'acquéreur est Xavier Niel, le magnate français des télécoms, fondateur de Free et de la station F. Ce changement de propriétaire n'est pas anodin. Il marque le retour de l'hôtel dans le giron d'une fortune française, mais une fortune nouvelle, bâtie sur le numérique et l'innovation, pas sur l'héritage ou la rente foncière. Xavier Niel annonce une intention qui résonne étrangement avec le passé glorieux du lieu. Il ne compte pas en faire sa résidence principale, mais le siège d'une fondation culturelle. Soudain, l'espoir renaît. Se pourrait-il que l'hôtel Lambert renoue avec sa vocation du XIXe siècle? Va-t-il cesser d'être ce coffre-fort hermétique pour redevenir un lieu de création et d'échange? L'idée est séduisante. Elle suggère que le cycle de la privatisation totale touche peut-être à sa fin et que le bâtiment pourrait, timidement, se rouvrir au monde. Cependant, ne soyons pas naïfs. Aujourd'hui, si vous vous promenez sur le pont de Sully ou le long du quai d'Anjou, l'hôtel Lambert reste une forteresse. Sa façade restaurée, d'une blancheur éclatante, se dresse fièrement face à la Seine, mais ses volets sont souvent clos. Les caméras de surveillance sont discrètes, mais omniprésentes. Pour le passant, pour le touriste, pour le Parisien amoureux de sa ville, l'hôtel reste une énigme, une image de papier glacé que l'on ne peut consommer que des yeux. Le sentiment qui prédomine face à cette splendeur intouchable est un mélange d'admiration et de mélancolie. On admire la résilience de la pierre. On est soulagé que le vide laissé par l'incendie ait été comblé. Mais on ne peut s'empêcher de penser à la fragilité de tout cela. L'hôtel Lambert nous a appris une leçon brutale. Un monument historique n'est jamais acquis. Il est toujours en danger, menacé par le temps, par le feu ou par la folie des hommes qui veulent trop le transformer. L'incendie de 2013 a agi comme un révélateur. Il a brûlé les illusions. Il a montré que même avec des milliards d'euros, on reste impuissant face à la destruction de l'art. Aujourd'hui, le bâtiment est là, magnifique et distant. Il a traversé l'épreuve du feu. Il a changé de maître. Mais au fond, il semble nous dire que les maîtres ne sont que des locataires de passage. Eux signent les chèques, eux possèdent les clés pour quelques décennies. Mais le bâtiment, lui, appartient au temps. Et maintenant, au terme de ce voyage à travers les siècles, les flammes et les milliards, il est temps de répondre à la question que nous avons posée au tout début face aux cendres fumantes de cette nuit de juillet. Qui a vraiment payé le prix de ce rêve? Et surtout, quelles leçons devons-nous tirer de cette histoire où l'orgueil a failli tout réduire à néant? Au terme de cette enquête, l'hôtel Lambert nous apparaît pour ce qu'il est vraiment. Non pas un simple assemblage de pierres et d'or, mais un miroir tendu à la vanité humaine. Il était la preuve physique que l'histoire est un combat permanent entre le désir de posséder et le devoir de transmettre. Nous avons traversé 4 siècles. Nous avons vu l'ambition de Jean-Baptiste Lambert, qui voulait dompter la Seine pour affirmer son rang. Nous avons senti la mélancolie des exilés polonais, qui ont prouvé qu'une maison pouvait être la patrie de ceux qui n'en ont plus. Et enfin, nous avons assisté à la démesure de notre propre époque, où l'argent croit pouvoir tout acheter, y compris le droit de réécrire le passé pour qu'il soit plus confortable, plus climatisé, plus parfait. Mais la nuit du 10 juillet 2013 est venue briser cette illusion de toute puissance. Cette nuit-là, le feu a rappelé une vérité brutale que nous avons tendance à oublier. Le patrimoine est mortel. Il ne suffit pas d'avoir des milliards d'euros sur un compte en banque pour garantir l'éternité. Au contraire, parfois,
C'est l'excès de moyens, l'excès d'intervention qui précipite la chute. Le cabinet des bains d'Eustache. Le Sueur n'a pas disparu parce qu'il était négligé. Il a disparu parce qu'on voulait trop bien faire, trop vite, trop fort. C'est le paradoxe tragique de l'hôtel Lambert. Il a failli mourir d'avoir été trop aimé par l'argent. Alors, à qui appartient vraiment ce monument? Juridiquement, il appartient à celui qui signe le chèque. Hier, une famille royale. Aujourd'hui, un magnate de la tech. Mais moralement, l'incendie nous a donné la réponse. La douleur ressentie par les Parisiens, par les historiens et par vous qui écoutez ce récit prouve que l'hôtel Lambert appartient à la mémoire collective. Les propriétaires passent. Les Lambert, les Rothschild, les Tani, les Niel. Ils ne sont que des locataires temporaires à l'échelle de l'histoire. Ils ont le privilège d'y vivre, mais ils ont surtout la charge écrasante de ne rien effacer. Car une fresque qui brûle ne se rachète pas. Une charpente du XVIIe siècle qui part en fumée ne se remplace pas par du béton. Ce qui est perdu l'est pour toujours, pour nous et pour les enfants de nos enfants. L'histoire de l'hôtel Lambert est une leçon d'humilité. Elle nous murmure que la beauté est un prêt, pas un acquis. Elle nous force à nous poser cette question ultime qui résonne bien au-delà de l'île Saint-Louis. Sommes-nous prêts à accepter que nos monuments vieillissent, qu'ils aient froid, qu'ils grincent et qu'ils soient imparfaits, si c'est le prix à payer pour qu'ils gardent leur âme? Ou allons-nous continuer à risquer de les détruire en voulant les transformer à notre image? Le feu a éteint les couleurs de Le Sueur, mais il a allumé une conscience. Espérons que la prochaine fois qu'un échafaudage se dressera sur un trésor national, nous nous souviendrons de l'odeur de la cendre sur le quai d'Anjou. Si cette plongée dans les secrets et les blessures de l'hôtel Lambert vous a touché, si vous pensez que la mémoire mérite d'être défendue face à l'oubli, je vous invite à laisser une trace de votre passage. Abonnez-vous à cette chaîne, partagez cette enquête et dites-nous en commentaire, selon vous, faut-il moderniser le passé pour le sauver ou le laisser intact au risque de le voir s'éteindre? Votre soutien est la seule force qui nous permet de continuer à excaver ces histoires. Merci et à très bientôt pour une nouvelle archéologie de la mémoire.